Paris est une ballade, roman de Belka. Exergue Hemingway. Nous mangions bien et pour peu cher. Nous buvions bien et pour pas cher. Et nous dormions bien et au chaud ensemble. Et nous nous aimions. Paris est une fête. Ernest Hemingway. Exergue de Sainte-Beuve. Avez-vous donc été femme, monsieur, pour prétendre aussi nous connaître? Non, madame, je ne suis qu'un humble mortel qui vous a beaucoup aimé. Portrait de femme, Sainte-Beuve. Ballade 1. La confusion des sentiments. Nous finissions de siroter notre thé. En face de moi, ma nouvelle voisine de palier, pianiste amateur, fumait. Elle parlait trop. Quand elle ne parlait pas, elle buvait son thé, sans me regarder. À l'en croire, le médecin ferme lui déconseillait de goûter aux breuvages alcoolisés, excepté le vin rouge que je bois en mangeant une fois par semaine. Je la cite. Quand elle déposait son thé, elle pleurait. Quand elle ne touchait pas à son breuvage, elle regrettait son geste. Quel geste, lui dis-je. Elle regrettait son geste. Quel geste, lui dis-je. Ce fut un geste de gamine écervelée et bête. J'ai perdu sur tous les fronts. J'insistais. Quel geste donc, ma chère voisine nordique? Je n'avais pas encore retenu son nom finlandais imprononçable. Elle ne voulait rien me dire, mais elle promit de tout me dévoiler une prochaine fois. Elle quittait le bistrot, elle me dit au revoir. Elle promit de m'inviter chez elle dans un mois, le temps nécessaire de mettre de l'ordre dans son prochain point de chute. De chute. Le 14 boulevard Bonne Nouvelle, à côté du Grand Rex, cette grande salle de spectacle. Au Rex, elle serait en train de jouer chaque jeudi à 20h une comédie. Maintenant, elle logeait chez Alain, mon voisin d'en face. Elle avait emménagé dans mon immeuble depuis plus de 3 mois. Elle quittait Helsinki, meurtrie par leur récente séparation à Vioka, son fiancé et elle. Ma voisine laissa tout derrière elle. Vite, elle pressa les choses pour rejoindre Alain à Paris. Elle l'aurait rencontré sur le site internet des cadres exigeants. Furieuse, elle plaquait tout sans avoir songé au mal subi par Vioka. Maintenant, elle se rendait compte de l'écart en train de les séparer, son chéri virtuel Alain le Parisien et elle. Il serait très loin de son idéal fusionnel, elle le savait, leur relation n'aboutirait à rien. Maintenant, elle cohabitait avec lui car il subvenait à ses dépenses, loyer, nourriture et tickets de transport. Surtout, il la laissait libre de pratiquer son art de comédienne. Elle en était ravie. Sûrement pas avec Vioka qu'elle aurait exercé son métier artistique. Elle m'avait tout dit sur ce fiancé bizarre une semaine plus tard. Qui était Vioka? Que je lui posais la question indiscrète. Je suis curieux de savoir pourquoi tu l'as fui au vu de tes récents propos. Ce genre d'histoire piquante alimente l'encrier de mon inspiration. Elle ouvrit de grands yeux. Dis-moi, tu ne vas quand même pas te servir de moi pour en tirer un best-seller, disons un succès de librairie, comme celui de Marcella l'intruse de l'intime,
la vulgaire manipulatrice des hommes tombés plus bas que terre, sur lesquels les médias s'acharnent. Tu n'es ni un voyeur, ni un journaliste de la presse à scandale, je l'espère. Tu es mon voisin. Tu ne dois pas me trahir, tu le jures, la main sur le cœur, hein? Elle sanglotait, puis elle tomba dans mes bras. Quelle attitude adoptée devant ce grand oiseau niché entier chaud dans mes bras. Elle demandait un verre d'eau au citron. J'étais chez elle, dans la maison de son hôte parisien Alain. Celui-ci était parti au Brésil depuis 3 semaines. Maintenant, nous sommes assis sur le canapé de la salle à manger. Elle me serre contre elle. Je ne sais pas quoi faire de Vioka. Je sais, il tient à moi comme à la prunelle de ses yeux. Mais j'ai peur de lui, pas d'affection, pas de belles fleurs. Ma voisine insiste, elle répète, elle regrette. Pendant 3 ans et 7 jours, il ne m'offrait que des jonquilles. Hiver, été, printemps, automne, jamais la moindre flamme de cœur de sa part. Je veux dire, la moindre rose rouge. Un rustre parfait, hein? Alors j'avais rebondi du tac au tac. Et toi, tu lui... Lui avais-tu montré quelques flammes de cœur? Elle se lève du canapé. Mon cher voisin, en Finlande, les filles n'offrent rien. C'est au c'est au garçon de combler sa dulcinée. En retour, celle-ci comblera son prince charmant. Maintenant, ma voisine me dit son chagrin, son estomac serré, son anorexie, ses insomnies. Elle me dit ses envies évaporées, coup de théâtre. Elle me dit que Vioka était une femme, une camarade d'enfance de sa sœur Vicky. Elle me dit même avoir perdu son envie de peindre. Elle me dit son séjour de 2 semaines dans un hôpital pour femmes agitées. C'est comme cela qu'en Finlande l'on désigne les centres de rééducation mentale des femmes. Elle me dit surtout leur bonheur de vie colorée pendant 3 ans à Paris. À suivre ma voisine, elle n'aurait pas quitté Helsinki pour suivre Alain du site web des cadres exigeants. Toutes les deux auraient quitté Helsinki dans le cadre du projet européen pour les étudiants sillonner le vieux continent. Puis une fois à Paris, Vioka et la pianiste, ma voisine, se seraient rencontrés. J'étais troublée. Ma voisine m'en dit un peu plus. Vioka ne veut plus de moi car j'ai voulu mener une vie intime avec l'autre genre, les hommes. Elle craint de me voir la quitter. Je vous rassure, pour le moment, je n'ai pas franchi ce pas. Dans la vie, il faut goûter à tout. Il faut savoir éviter le piège des sectes, des ghettos et du sens unique. Depuis que Vioka avait émis son désir de flirter, rien que par curiosité avec un garçon, la pianiste lui en voulait jusqu'au jour où elle s'était tiré le chignon. 3. Entre-temps, Alain est revenu du Brésil flanqué d'une jolie amante amérindienne, belle comme la lune en son plein. Humilié, la pianiste, ma voisine, emménage chez moi. Quelques jours plus tard, on sonne à ma porte. Un garçon mince comme un clou, quoique assez élégant, se présente comme étant le fiancé de Rosalka. « Quelle Rosalka ?» lui dis-je. « C'est moi !» s'empresse de dire la copine de Vioka, à présent trahie par Alain. Elle dépose un baiser furtif sur mon front, puis elle attrape son sac jaune. Aussitôt, son fiancé Isem la tire par la main. « Où diable allez-vous donc ?» ai-je tenté de comprendre. « Il m'amène vers la promesse. » Vers la promesse, comme Rosa et Julien de la saga Allée du bel âge, roman écrit par Joe. Ballade 2. Les Lovers des grands boulevards 1. Dans son appartement de la rue de la Boétie, après sa lecture dans les Waters, Isem appelle Rosalka. « Chérie,
Elle est en train de regarder du patinage artistique sur la télé du sport continu. Sur la table basse reposait le second tome de Ingrid et Turgun. Ce succès mondial de librairie montre le destin d'une vendeuse de beignets à Manhattan. Isem vient de rejoindre Rosalka sur le canapé. Si jamais nous allions en Argentine, commençons par les courtes distances. Bourges, Reims, Tours, non, par une ville d'Europe. Allons chez ma sœur. Le mois prochain, elle retournera à Riga chez mes parents pour quelques mois. Son appartement sera vacant à Berlin. Elle nous le louera. You! Elle nous le cédera gratuitement. Rosalka et son Isem, un jeudi matin, s'échappèrent par avion, vol direct vers Berlin. Ils y restèrent 7 semaines. On est en bas de la page 11. Yo, 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 yo. Il y en a 11. Ensuite, deuxième, premier papou, deuxième, quatrième, troisième et dernière. Bien, c'est bien, tu joues bien. Eh oh, qui c'est les premiers? Ils y restèrent 7 semaines. Un beau matin, Frida, Vicky de son nom de baptême, la sœur de Rosalka, revenait accompagnée de ses parents. Isem, ravis de faire leur connaissance, les suivait, fiers à Paris pour 2 ou 3 semaines. Pour 2 à 3 semaines. Le lendemain de l'invitation d'Isem à l'attention des parents de Rosalka, la grande famille prenait le train vers Paris. Après un mois riche en balades parisiennes et visites et excursions, Frida, Anouska, sa mère et Nector, le père, retournaient à Berlin chez Frida, leur fille, puis vers Riga. Depuis le départ de sa famille, Rosalka montrait un tout autre visage devant son Isem. De plus en plus irascible, elle faisait la moue pour un oui ou un non. Facile à s'irriter, elle devint méconnaissable. Déjà 4 années avaient passé. Pourquoi Rosalka avait-elle changé? Pourquoi ne cessait-elle pas de se plaindre? Du jour au lendemain, elle se sentait vieille. Le bonheur
conjugale, s'enfuirait-il sans raison? Au cours de ces 4 dernières années, Rosalka et son Isem étaient heureux. Ils le reconnaissaient tous les deux. Quel grain de sable aurait-il grippé l'engrenage de la mécanique amoureuse de notre couple? La maman de Rosalka aurait-elle formulé des reproches contre Isem? Contre Isem? Ne serait-il pas de son goût? Frida aurait-elle déconseillé à sa sœur Rosalka de poursuivre sa liaison avec Isem? De poursuivre sa liaison avec Isem. Ou ne serait-ce que le mal, ce diable, ou ne serait-ce que le mal venu, ce diable, pour semer le doute? Peu importe, mal ou diable, en tout cas une incertitude s'invita chez les résidents du 23 bis rue de la Boétie. Isem ne serait-il plus attentionné encore? Rosalta, elle, aurait-elle fabriqué un bébé derrière le dos de son Isem? Lors de leur séjour berlinois, elle aurait pu lui faire ça, non? Surtout ne pas dire. Souvent femme varie. Dans cette confusion générale et de guerre bien lasse, ils décidèrent de crever l'abcès. Les voilà au quartier latin. Mais où donc allaient-ils? Au Malango Café? Chez le Libanais, Rosalka, friande des boulettes à la farine de pois chiche, ses falafels végétariens. Chez le Libanais, Rosalka, friande des boulettes à la farine de pois chiche, ses falafels végétariens. Chez Clément, pour une poule au vermicelle, dans la maison du gyros grec. Chez le couscous de Malika et Mohand, les 2 ambassadeurs des cuisines de nos territoires d'ici et d'ailleurs. Finalement, ils optèrent pour une balade le long des quais de Seine. Les voilà en train de se diriger vers Notre-Dame sans assister à la messe, puisqu'il était à peine 16 heures. Le parvis de Notre-Dame grouillait, bruyant, les touristes immortalisaient leur présence, leur pèlerinage. Leur présence, leur pèlerinage silencieux, mais loin d'être pieux et spirituel, ils mettaient à rude épreuve leur caméra. Rosalka et son Isem, une fois assis sur un banc au milieu de cette foule de touristes, mystiques, s'étaient enlacés, puis ils desserrèrent très vite leur étreinte, à Rosalka de parler. Je ne sais plus qui donc a dit. Qui a dit quoi? Au printemps, il n'est autant d'amour que de fleurs. Ce doit être Madame de Sévigné. Possible. Quel jeu caches-tu, chérie? Je? Nous avons dit que nous voulions tirer les choses au clair. Oui. L'ambiance à la maison est insoutenable. Je ne sais pas. Quittons Notre-Dame. Aide-moi à me relever. 2. Isem voulait construire un projet viable. Il n'avait Dieu que pour Rosalka. Il n'imaginait pas ses jours, ses nuits sans elle. Celle-ci fut le moteur de la locomotive du quotidien de notre Isem. Cela faisait 4 ans que leur vent en poupe soufflait. Isem goûtait une réelle félicité. Maintenant, dans ce restaurant de la place Saint-Michel, Isem n'en croit pas ses oreilles. Mais il a gardé son calme, déçu de le voir récompensé de la sorte. Il a quand même admiré sa franchise, son honnêteté. En dépit de ce qu'elle vient de lui cracher
à la figure, de ce qu'elle vient de lui cracher à la figure, cette vérité difficile à digérer, cette affirmation vexante, dite comme un simple bonjour. Isem la félicite de ne rien lui avoir caché. Il est un vrai adepte de la transparence et du pardon. Dans ce restaurant, la serveuse revient pour la 5e fois. Isem l'a renvoyée, toujours avec le même calme et le même respect. Il n'en veut pas à Rosalka. Celle-ci, assise en face de lui, admet sa folie d'avoir franchi ce pas. Mais pour elle, c'est normal. Isem l'approuve. Il lui rappelle son admiration pour son franc-parler à elle. Il insiste sur sa liberté d'être maîtresse de son corps, d'en disposer à sa guise. Isem cultive la tolérance. Isem n'est pas fâché. La preuve, il n'a pas quitté le restaurant. La pousse dans l'assiette creuse. Il n'a pas proféré le moindre mot vulgaire contre Rosalka. Maintenant, ils sont en train de manger. La musique doucement accompagne ce tête-à-tête. Peut-être le dernier entre Isem et Rosalka. Les parleurs musicaux diffusent So Far Away from L.A. de Nicolas Perrac. L.A. pour Los Angeles. Le premier refrain se joue. Isem et Rosalka l'écoutent. Quelques heures d'aéroport, l'étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. La fille tente de justifier son geste. Elle ne sait pas si oui elle le regrette ou si peut-être elle a donc agi par vengeance. Alors Isem la rassure. Chérie, ne te blâme pas, sois apaisée, tu n'y es pour rien. Tu as tout à fait le droit de mener ta vie en fonction de la boussole de tes envies, désirs et rêves. Tu n'es pas mon objet, c'est moi le fautif à la base. Elle lève encore son verre, puis elle le frotte contre celui de son Isem. Les yeux en larmes, elle dit « Je suis désolée de mon attitude ». Dans le restaurant, le 4e refrain musical nostalgique se joue maintenant. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui, de Garbo jusqu'à Bogie, faisait résonner ses folies. Maintenant elle pleure, Isem lui tend un mouchoir, elle essuie ses larmes en train de couler sur ses joues jusqu'aux lèvres. Isem prend le relais, maintenant ils attaquent les desserts, puis ils se taisent pour écouter le 7e couplet de So Far Away from L.A. Pauvre Madame Polanski, d'un seul coup, on t'a pris 2 vies, mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco. Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. Le repas s'achève sans vraie réconciliation ni quelque prise de décision. Rosalka restera-t-elle avec Isem? Quel dernier lui pardonnera-t-il? 3. Maintenant, loin du quartier latin, il longe le boulevard des Capucines. Maintenant, sur un banc public, la fille a posé sa tête sur l'épaule gauche du garçon. Elle admire le ciel bleu tout en ayant dans les oreilles le refrain de Nicolas Perrac. Elle accepte qu'il lui reproche tous les défauts imaginables, prête à être jugée. « Tire-moi les cheveux, je suis un monstre !» Isem peine à retrouver les bons mots pour qualifier le geste gratuit de sa chérie. Isem reste un long moment à regarder comme Rosalka, le ciel vénitien algérien. Isem reste un long moment à regarder, comme Rosalka, le ciel vénitien algérien, un ciel azuréen si rare à Paris, en ce début mars. Le silence a duré 2 minutes environ. En admirant ce bleu du ciel, Isem lui aussi a pensé au printemps, au retour des hirondelles. Force est de constater qu'il risque plutôt de perdre son hirondelle actuelle. Notre Isem est bizarre. En effet, d'aucuns ne comprendront son entêtement à s'attacher mordicus à une fille très immature, Rosalka. Il a beau être encombrant, Isem est attachant.
Sur ce banc du boulevard des Capucines, une fille a toujours la tête posée sur l'épaule gauche d'un garçon coiffé joliment d'un béret sport en velours bleu foncé. Elle pleure. Maintenant, le garçon ne regarde plus les étoiles en plein jour. Remettant son esprit à l'endroit, il lui murmure. « Pourquoi me plantes-tu un couteau dans le dos? T'aurais-je martyrisé? Pourquoi as-tu agi ainsi ?» Plus tard, Isem se reprocherait son manque de fermeté, tellement Rosalka avait besoin sans cesse d'être encadrée. Immature, elle ne distinguait pas le mal du bien. Immature, elle ne distinguait pas le mal du bien. C'était l'éternel drame que notre chère Isem risquait de payer de sa propre vie. 4. L'horloge de l'Opéra Garnier affiche 19h33. Maintenant, il se lève. D'un pas lent, ils se tiennent par la main. Il ne dit rien, lui non plus. Un silence, un pas de lui, un pas d'elle, 3 pas de lui, 3 pas d'elle, 4 pas de lui, 4 pas d'elle, 5 pas de lui, 5 pas d'elle, 6 pas de lui, 6 pas d'elle, 7 pas de lui, 7 pas d'elle, 8 pas de lui, 8 pas d'elle, 9 pas de lui, 10 pas de lui. Et il s'arrête. Elle est loin de lui, il lui en faut. À elle encore 6 pas pour rejoindre son Isem, c'est clair. Le pas d'un homme longiligne vaut 3 demi-pas de femme. Ils ne savent pas où ils vont exactement. Leur silence demeure ininterrompu. Il lui caresse les cheveux, elle lui tapote les fesses, le jean. Elle adore tant lui tapoter les fesses. Le garçon n'aime pas trop, mais il la laisse faire. Au début de leur relation, le jour même de leur premier rendez-vous, à peine sortie du salon de thé, elle lui dit « J'adore pincer les jeans des mecs ». Puis ils s'étaient séparés. Ils se promettaient de se rappeler au cours de la semaine, certains de se revoir le samedi suivant. Ils avaient même pris rendez-vous place Saint-Michel, ou Fontaine Saint-Michel, ou Église Saint-Germain, ou place du Châtelet, en face du café Simon. Maintenant, ils reprennent leur cadence vers la place de la Madeleine. Ils pensent avoir dépassé la place de l'Opéra, mais ils se rendent compte qu'ils sont encore au boulevard des Italiens, à 200 mètres du boulevard des Capucines, dans la direction de la Madeleine, la rue Royale, la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de Rivoli et la place de la Concorde, en passant par l'hôtel Crillon, à présent détenu par le Qatar de Zlatan et Beckham, et prochainement il passera sous pavillon sino-américain. Isem est à son 20e pas, elle en a fait 30, toujours rien à se dire. L'alarme des pompiers de l'ambulance des premiers secours les fait sursauter, il se serre plus fort, elle pleure, il pose son menton sur ses cheveux. Ils se tiennent ainsi pendant un long et court moment, 1 minute, 10 minutes, 20 minutes, 30, 40, 50, 60 minutes ou plus, on ne le saura jamais. Maintenant, assis sur un second banc public, il se sourit les yeux imbibés. La fille cultive un soupçon de remords qui émerge du fond de ses yeux. Le regard du garçon, limpide, ne porte ni haine ni reproche, tellement ravi de la sentir encore près de lui en chair et en os. Heureux de bien humer l'odeur de ses cheveux, d'entendre ses fautes de grammaire quand elle parle des langues étrangères. Il est sans rancune tellement il savoure, comme toujours, ces moments merveilleux. Les derniers moments de complicité partagés entre eux peut-être et que le garçon imagine mal être les derniers. La sirène des pompiers s'est éloignée depuis longtemps. Le boulevard des Italiens grouille de monde. Les uns sortent du bureau, les autres vont au bureau. Pardon, j'ai appelé BJ parce que... Tu t'appelles Pierre-Jean? Non. Il y a PJ et Charles Leclerc. Il y a PJ et Charles Leclerc qui sont capitaines. Charles Leclerc. Non, mais on fait clairement. Vous deux et Marin, contre moi, Balta. Charles, en fait, je pense que tu es meilleur que moi là-dessus. Je pense que vous deux, ils sont meilleurs que moi. Les uns sortent du bureau, d'autres vont au bureau, à l'hôtel, pour l'entretien des lieux. Ces travailleurs et travailleuses désignés par un terme générique, agents de Monsieur Propre. 5. Des deux côtés du boulevard des Italiens, le trottoir de numéro pair et celui de numéro impair, les passants et les passantes marchent à des allures différentes. Les uns courent pour prendre à temps leur train du soir, leur avion, leur bus, leur tram, leur rendez-vous avec l'amour et, sans le savoir, avec la mort peut-être. Ça court de partout, tout ce beau monde court depuis les aurores pour une utile, belle raison séculaire.
expédier les affaires courantes avec succès. À côté de cette humanité organisée, utilitaire, consciente et responsable, Izem remarque une seconde humanité qui vit au ralenti le matin, à midi, à la tombée de la nuit, autour d'un verre, un petit déjeuner, un dîner. Elle prend tout son temps, cette humanité, jour ouvré ou jour chômé, jour de pluie ou de beau temps, jour de fête ou triste jour de deuil. Cette humanité, dis-je, pour des raisons diverses et variées, mène les affaires courantes à son propre rythme. Elle ne veut pas imiter le monde recommandé par l'école de l'instruction de l'homme moderne, de la femme moderne, du couple moderne, du papa moderne, de la maman moderne, de l'adolescent moderne, gâté ou mal encadré, de l'adolescente moderne, du collégien moderne, du cadre moderne, du comédien moderne, du ministre moderne, du lecteur assidu et moderne et capable de lire en marchant, en mangeant, en regardant son écran. Cette humanité, dis-je, pour des raisons diverses et variées, n'en fait qu'à sa tête à l'image de notre Izem et Rosalka. Ne voulant imiter personne, ils conduisent leurs affaires courantes comme ils le comme ils sentent les choses. Ils suivent leurs instincts et le vent de la magique et mystérieuse roue de la fortune des jours. Ils ne s'appuient sur aucun logiciel afin de mettre en équation suivant une formule exacte gagnante l'existence de l'homme moderne, de la femme moderne, qui n'ont qu'un but en ligne de mire, s'enrichir par tous les moyens possibles, frauduleux, licites. Contrairement à ces calculateurs, Izem et Rosalka conduisent leurs affaires courantes sans souci. La preuve en est donnée par la réplique de la fille rigolote, innocente, touchante, rare, aboutie. Suivons Rosalka en train de réaliser ses courses au marché des fruits et légumes du soleil. Quand le vendeur ou la vendeuse finit de la servir, le commerçant, la commerçante, avant d'encaisser la note de l'acheteuse, lui dit pour confirmation: « Avec ceci, mademoiselle ?» À Rosalka de lui répondre: « Merci, et sans souci, avec ceci. » Au vendeur, à la vendeuse d'éclater d'un rire joyeux. Rosalka méconnaît les expressions populaires du commerce de proximité près du peuple. Elle méconnaît les codes sociaux, tout simplement. Pour dire, elle est culturellement, socialement, politiquement incorrecte, bien imprévisible, comme Izem. Maintenant, les âmes froissées des grands boulevards, assis sur un second banc, un second ou bien un troisième, je ne sais plus, se tournent le dos. Se tourne le dos, l'une regarde du côté de la place de la Madeleine, l'autre du côté du palais Drouot, le boulevard Montmartre, puis vers les boulevards de Bonne Nouvelle. L'une a fermé complètement les yeux bouffis, prêt à vite éclater dans un torrent fracassant. L'autre, Izem, tombe au loin sur une affiche collée sur la devanture d'un kiosque à journaux. 6. En gros titre: le commandant du Venezuela, Hugo Chavez, vient de mourir. Il est atteint d'un cancer depuis 2 ans, maladie bien révélée aux masses populaires de son pays révolutionnaire. Je suis à la fin du premier paragraphe de la page 23, c'est-à-dire au début du chapitre 6. De son pays révolutionnaire. Après avoir lu cette manchette, Izem se lève sans se soucier de ce que la fille bricole, ni si encore elle est derrière lui sur ce banc icône, demande le journal du soir, puis il revient. La fille a les yeux fermés, est-elle blottie dans les bras de morphée, reste-t-elle? Pense-t-elle à laisser tomber ses pulsions, accepter la sage ordre de réconciliation de son Izem? Ne serait-elle pas morte, étouffée dans un ultime remords, comme ça arrive dans ce cas de figure de dispute sèche?
Je suis en haut de la page 26, juste après Vertigineuse. Il le jugera être le plus beau des chapitres de sa vie à livre ouvert, de ses soliloques livrés à chaud et sans appui bibliographique au cours de ses 20 dernières années, chose étonnante chez lui. Quand il ne suit aucun plan, quand il ne s'exerce à aucun pastiche, il va vite. Ils aiment, quand il ne fait pas appel à des notes prises au cours de lectures diverses et variées, c'est être prolifique. Le lecteur en est ravi. Il ne redemande que cela. La lectrice ne demande qu'à être provoquée, dénudée dans ses frasques, ses manigances et son art à jouer avec les sentiments des garçons fragiles au cœur d'artichaut comme notre Isem et beaucoup de ses frères. Justement, il est en train de dévoiler au grand public son vécu sentimental en compagnie de Rosalka en train de ronfler depuis 40 minutes. Notre Isem continue à écrire pour visiter continue d'écrire pour visiter une époque phare mais assez tragique. Si un témoin comparait, dis-je, la vie de notre Isem à la Ziv Ufela, une crête de montagne misérable où notre Isem avait grandi, il dirait que maintenant Isem mène une vie de prince bourgeois. Pourtant, dans ce 5e paragraphe, entraîné, entamé sur son bloc-notes, il regrette cette facette éloignée de sa vie. Isem lui-même se rend compte de ceci. En fin de compte, jusqu'à 28 ans, il a mené une existence paisible, joyeuse. Il est vrai, ses besoins étaient primaires, réduits. Il n'avait surtout subi aucun chagrin de cœur. La raison, dans son lascive Ufela natal, la tradition imposait la chasteté jusqu'au mariage public certifié. Quant aux pulsions, chacun détenait sa recette gagnante à portée de main ou de rêve. Et personne ne s'en plaignait. De temps en temps, on gagnait un flirt au collège, au lycée, au détour d'un parchemin ombragé. D'un chemin ombragé.
Mais cet exercice de charme souriait souvent aux étudiants. En effet, les campus plus libres que le village de campagne ou la rue piétonne effaçaient la frustration de tout un peuple. Sur les campus, la jeune génération tentait de battre la frustration nationale, à l'image de notre Isem, Delbé, Rosa. La frustration... La frustration nationale, à l'image de notre Isem, Delbé, Rosa, Julien, Sophia, Joey, sans oublier le gentil Noé, ces figures juvéniles de cette biographie kabyle, algérienne, africaine, française, ou cette photo d'un campus de Allée du Bel Ange, le roman de Joey 8. Maintenant, Isem est en train de revisiter sa douce 18e année à l'Asie Vufela. Un lundi matin où tôt, il était allé à Moussaïa, la ville militaire, pour le conseil de révision, une ville près de Blida, la ville des roses, et Boufarik. Il revisite son inscription sur la liste des futurs appelés dans 2 ans au service militaire, ce devoir imposé aux garçons de 18 ans afin de leur apprendre le maniement des armes, afin de les nourrir à la fibre patriotique. Isem en garde un très bon souvenir. Il fut reçu par une femme caporale. D'emblée, elle lui posa une question susceptible de le fâcher. « Vous fournissez chaque année à notre armée nationale de solides gaillards, patriotes, honnêtes et chastes. La patrie a fort besoin de tous ces enfants, à plus forte raison de citoyens dignes de défendre haut et fort notre territoire. » Isem voulait draguer cette brave caporale pour venger à sa façon le peuple que les militaires étaient en train de malmener depuis 26 ans au moins. Isem se trompe de train à son retour dans son village kabyle. Le voilà dans la ville des rois, Juba. Des rois Juba, Cherchel. Il en profite pour visiter Tipaza, être sur les traces de Camus et la romancière de l'Académie française. Française, cette digne Sagan algérienne, selon Roger Grenier. À son retour dans le train de nuit, une inspiration lui dicte la poésie suivante. Il était une fois une fée, croisée par un bel hasard. Cette âme commence à faire son effet sur mon imagination et mon art. Bien sûr, j'exagère un peu, mais étant de la terre natale, de ma poétesse à la plume en feu, cela me donne une envie axiale de lui faire une surprise sous forme d'une poésie en son honneur pour qu'elle la lise et me réponde dans une prose jazzy. Ma poétesse vient de Tipaza et Cherchel. Asia, la voix moderne des rois Juba, ma poétesse, la voix des valeurs universelles, une féministe à sa façon, dans sa nouba. À peine Isem a-t-il mis mentalement un point final à cet épisode, Rosalka se réveille, effrayée, elle hurle et bafouille. « Où suis-je? Où est mon petit déjeuner? Qui es-tu? Quelle heure est-il? Avec ceci, non merci, sans souci. » Maintenant, Isem a fait 30 pas. Rosalka, 38. Depuis le dernier banc, ils se tiennent par la main. Silencieux, ils ne se parlent plus. Un 4e banc leur fait face 20 pas plus loin, à 30 mètres de l'opéra. Isem arrête Rosalka, il l'invite pour changer de trottoir. À changer de trottoir.
Elle voudrait plutôt s'asseoir sur le prochain banc. Isem insiste, Rosalka accepte, alors main dans la main, ils se présentent devant un passage clouté. Ils attendent le bonhomme vert, celui-ci est toujours coloré en rouge et la transition du rouge vers le vert tarde à s'opérer. Isem est impatient, Rosalka indifférente, le bonhomme passe enfin au vert, il traverse la chaussée. Une cycliste a failli heurter Rosalka, celle-ci a eu une vraie frayeur. Maintenant, le numéro 20 des Capucines. Des Capucines voit passer Rosalka et son Isem. Puis, c'est au tour des numéros 22, 24, 26, 28 et les promeneurs se font arrêter par 2 touristes japonaises. Elles cherchent le numéro 4. Isem les invite à rebrousser chemin, car elles sont en train de cheminer sur ce large trottoir du boulevard boulevard des Capucines dans le mauvais sens. Maintenant, Isem et Rosalka ont tourné le dos aux touristes japonaises. Ils se sont arrêtés au numéro 28 en face du music hall envié, mondialement connu, l'Olympia. Un vendeur à la sauvette leur propose un ticket d'entrée pour le spectacle de 20h. Ils ont dit merci. 9. Maintenant, sur la rue de Rivoli, ils se dirigent vers la place du Châtelet et s'installent au Zimmer, commande à boire. 10 minutes plus tard, ils en ressortent accueillis par le pont avant le théâtre du Châtelet et la fontaine Saint-Michel. Maintenant, c'est au tour de Notre-Dame de les apercevoir en train de longer ce quai. Le sonneur de cloche, derrière sa caméra de vidéosurveillance, lui aussi les a vus. Il voudrait sonner les nouvelles cloches. Mais ce sera impossible car elles ne seront mises en service que le 23 mars. Que le 23 mars, le jour des rameaux, et nous sommes le 5 mars. C'est au tour du boulevard Saint-Germain de leur désigner la place de l'Odéon, l'école de médecine et le Polydor. Et le Polydor, ce restaurant de la bonne cuisine de nos terroirs loué par les guides touristiques. En effet, Isem et Rosalka viennent de fouler l'arrière du Polydor. Ils n'ont pas faim, mais ils veulent revisiter cette maison dédiée au premier rendez-vous, adoré, à consacrer pour sceller la relation nouvelle. Ils ont juste mangé une soupe au vermicelle, puis comme dessert express, un florilège de fromageons pour Isem, une tarte aux figues de Kabylie pour Mademoiselle Rosalka. Maintenant, au carrefour ouvert de l'Odéon à 21h03, ils disent bonsoir au café Le Danton, puis au café des éditeurs, bonsoir la rue de Seine, des cinémas en haut, un théâtre, et puis encore des restaurants japonais, le boulevard Saint-Michel, le jardin du Luxembourg, la cité universitaire de Port-Royal, le Val-de-Grâce, le Panthéon, la Sorbonne, l'Observatoire, le cimetière de Montparnasse et la tombe de Sainte-Beuve. Voici le bus 83 à rayures jaunes en train de zigzaguer vers la place d'Italie, rue de Tolbiac, rue nationale, ce 13e arrondissement, jadis quartier de la communauté kabyle des années 40 et 50. Place de l'Odéon, Rosalka et Isem ne savent pas s'ils doivent se séparer ou longer le boulevard Saint-Germain jusqu'à l'église éponyme, le café de Flore, les deux magots, la rue du Four, la rue Saint-Benoît, la rue des Saints-Pères, la rue des Saints-Pères, la rue de Rennes à gauche en face de l'église. Cette rue mène vers la tour Montparnasse et le boulevard du même titre, du même nom. Isem et Rosalka n'en savaient rien. Ne faudrait-il pas prendre le métro jusqu'à Denfert-Rochereau ou peut-être voir du côté du quai Voltaire, du quai Voltaire et monter dans une péniche ou longer la rue de Grenelle, la rue de Lille pour déboucher sur le musée d'Orsay? Non, ils n'ont toujours pas décidé quoi faire. Puis Rosalka lui propose de faire la fête à bord d'une péniche flottant sur la Seine. Isem saute sur l'occasion. Depuis 3 ans, elle le supplie de danser ensemble. Et depuis 3 années, il s'entête à refuser. Maintenant, ils sont au bout de la rue des Saints-Pères. Après avoir coupé dans des perpendiculaires parfaites la rue Jacob, la rue d'Université, le commencement de la rue de Lille à leur gauche,
Les voilà sur le quai Voltaire, à leur droite Notre-Dame, à leur gauche le pont des Arts et le pont du Carrousel. Et une péniche leur fait face, la sirène de Jupien, en hommage à Marcel Proust. La fête y bat son plein. En ce jour du karaoké, Rosalka et Isem sont accueillis par deux hôtesses. Rosalka et Isem se voient offrir un déguisement. Maintenant, les yeux bandés, Isem et Rosalka ont rejoint les convives de la sirène de Jupien. À Julien, l'on a réservé une place sur un pouf émeraude à côté de Nirmala, une indienne. Rosalka est positionnée à côté de Mohan de Saint-Germain, l'étoile montante du théâtre d'improvisation de Paris. Dans leur déguisement, les convives ne sont pas classables, mais les organisateurs ont attaché des autocollants, une sorte d'écusson, sur l'épaule droite des visiteurs. L'autocollant mentionne le genre, le prénom et la chanson préférée du client. Chez les convives, l'on trouve des chansons de cultures diverses et variées, composées par d'anciens groupes, toujours à la mode, comme Nick Cave et son tube « Es-tu la femme de ma vie ?» ou Are you the one that I have been waiting for? I have felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, 'cause I longed you here. Are you my destiny? Is this how you'll appear? Wrapped in a coat with tears in your eyes. Well, take that coat, babe, and throw it on the floor. Are you the one that I have been waiting for? Une fois le karaoké lancé, les yeux ne sont plus bandés. Une fois, épaule contre épaule, Rosalka propose à son Isem de chanter avec elle un tube. Yo 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 yo. Un tube d'A.A. A.A. Un tube d'A.A. Isem cependant lui propose ce titre Faisons la fête. Ce titre Faisons la fête avant nos adieux. Maintenant l'assistance se tait. Rosalka commence sur un ton aigu, Isem lui succède, il superpose sa voix de baryton à celle aiguë de la fille. Le public en est ravi, les accolades se multiplient. Puis à notre Isem de mettre le feu. Répétez après nous, allez tous et tous en chœur. Et 20 duos unis entonnent. Ils se lâchent. Faisons la fête avant nos adieux. L'électricité est coupée, un silence s'installe, c'est un fait exprès, les bougies sont allumées. À la lueur tamisée des bougies, l'on découvre des visages émus, des perles coulent sur les visages de Rosalka et Isem. Le lendemain, les journaux gratuits parleront de cette soirée, ce bal masqué, comme la soirée de la séparation. Isem parlera de la cérémonie de la seconde chance. Maintenant, Isem et Rosalka ne chantent plus, ils ne se parlent plus, ils ne pensent... Ils ne se parlent pas, ils ne pensent à rien, ils ne songent à rien, ils méditent chacun de leur côté. Ils ont aimé ce moment musical de détente rare. Isem regrette son refus d'accompagner Rosalka ces 3 dernières années à ses joutes qui sortent de la routine. Elles apportent du baume au cœur et à l'esprit. Surtout au cœur de Rosalka, cette âme sensible et slave. Isem songe à ses soirées passées devant la télé comme un vieux avant l'heure. Il songe désormais à ses soirées perdues, lui allongé sur son lit à lire, ou bien assis devant un cahier d'écolier pour noircir ses pages blanches, en train de se prendre pour un poète, un écrivain, un chroniqueur utile à la ville, à l'humanité, voire un utopiste. Oui, il songe à ces mornes et fourbes soirées où donc il avait délaissé Rosalka toute seule à dormir sur le canapé. Elle attendait Isem pour qu'il la rejoigne au lit. Toutes ces soirées passées à lire Hesse, recommandé par Sophia dans son témoignage « Allée du bel ange » que tout le monde désormais connaît. Au bout du compte, Isem n'a rien gagné puisque Rosalka et lui sont en train de marcher sur une corde raide, sur le point de rompre. Ce monsieur Hess, cet Émile Sinclair, dans Siddhartha,
a rejeté toutes les doctrines. Il veut changer le monde. Cet Émile Sinclair a loué la vie contemplative, mais il n'a pas hésité à usurper son identité. 4 années avaient passé sans que notre Isème se rende compte des souffrances de Rosalka. D'un autre point de vue, qui ne propose pas, qui ne se révolte pas, celui ou celle qui ne prend pas son destin en main, cette personne, cet animal, cette plante vivante, est un être qui, dans une certaine mesure et par son silence complice, doit plutôt se sentir confortable dans ses savates. Ce serait le cas de Rosalka, à mon humble avis. Isème dirigeait tout de leur train de vie, elle ne disait rien. 4 ans devaient passer pour que notre Isème se rende enfin compte qu'il a délaissé Rosalka. La raison est simple, son travail d'une vie, pour ainsi dire, son gros volume, le cycle des moineries de plus de 700 pages n'arrivait pas à convaincre les publieurs, pour ne pas dire les éditeurs. Je cite Rosalka, dont le français demeurait très scolaire et calqué sur l'anglais. Isème, à vrai dire, ne la délaissait pas, mais il lisait, il fouillait dans les biographies de ses semblables écrivains, artistes et poètes. Il se donnait le courage, il se disait que de grands hommes, de grandes dames, des lettres et des arts avaient perduré, avaient enduré des peines avant que leur roman, poésie, recueil de nouvelles ou tableau plastique soit reconnu. Isème le savait, il ne cultivait aucune prétention pour vivre, à vivre de sa plume. Surtout, il n'écrivait pas pour vendre ou faire pour parler de façon modeste des affaires. Il écrivait par simple plaisir, je le cite, l'art pour l'art, n'est-ce pas? Contrairement à la brève biographie de Hess, Isème n'était pas convaincu à 13 ans qu'il devait être poète ou rien du tout. Contrairement au maître à penser de Sophia, Hess, Isème ne cherchait pas coûte que coûte à apprendre très tôt le métier de poète ou celui d'écrivain. Il se sentait comme un poisson dans l'eau quand il apprenait les maths et les sciences naturelles. En un mot, il était à l'aise dans toutes les matières enseignées par l'école républicaine démocratique et populaire du temps de la guerre froide, l'excellente école algérienne. Plus tard, Isème au lycée se projetait dans des métiers pratiques, médecin, architecte, professeur de langue, ingénieur, pilote de ligne, jamais pilote de chasse. Mais il ne se voyait pas suivre une école de lettres, sachant que même titulaire d'un doctorat de littérature, comparé par exemple, jamais cela ne l'aiderait dans sa démarche créatrice afin d'élaborer un recueil de poésie. Pour revenir à cette attitude positive de notre Isème, à sa nonchalance, à une certaine forme d'insolence inquiétante, force est de constater que beaucoup de biographies, dès le départ du doute de notre Isème, lui avaient été d'un grand apport, consolatrice à bien des égards. Il avait saisi que la renommée ne viendrait pas frapper à sa porte un matin par hasard. Il le savait, elle ne touchait en général qu'une infime minorité. Même dans ce cas radieux, elle survenait à titre posthume. La bonne, brève biographie du maître à penser de Sophia, Hermann Hesse, avait bien souligné cette gloire tardive. Citons quand même Émile Sinclair, guillemets. Il était permis, et c'était même un honneur d'être un poète, c'est-à-dire d'avoir du succès et d'être connu, mais malheureusement, on était déjà la plupart du temps mort quand la célébrité arrivait. Fin de guillemets. À la suite de cet énoncé, Isème se sentait apaisé. 10. Maintenant, Isème branche ses légers cotons musicaux dans ses oreilles. Il capte la radio de la Croix catholique. Le conclave romain démarrera dans 2 jours. Le pape allemand a démissionné pour des raisons floues.
ou bien à cause de son âge avancé. Maintenant, Isem tend les cotons à Rosalka. Elle lui demande de capter la chaîne des dédicaces. Maintenant, Rosalka a fermé les yeux. Au bout des ondes musicales hertziennes, une voix de femme mûre lit la dédicace de Naf, une jeune romancière bien précoce, dédicace apposée sur son dernier best-seller, L'équation du point-virgule. Naf l'avait adressée à mademoiselle Amandine, une lectrice, une infirmière du bien-être. La voix du bout des ondes, rapportée sur des cotons musicaux, lit ceci. Ah, ma chère Amandine, ce roman humaniste dépasse les ghettos, les frontières. Il met l'humain au centre de tout. J'espère que le style et l'intrigue entre Rosalie et son papillon vous apporteront un moment de détente comme vous en savez donner grâce à votre métier d'esthéticienne douce, bien généreuse. Maintenant, il est 23h46 et Rosalka quitte le bain. Et Rosalka quitte le banc sans que son Isem s'en aperçoive. Il dort. Elle prend le métro M01, puis le métro M09. Elle habite rue Jean de la Fontaine, à côté des rues Mozart, Jasmin, Ranelagh et Passy, du chic 16e arrondissement parisien, chic dit-on. Maintenant, il est minuit 39. Isem se réveille. Loin d'être étonné de se voir délaissé par Rosalka, ce n'est pas grave. Depuis ce dimanche, il loge à l'hôtel de la rue Vivienne, installé dans une chambre. Celle-ci jadis a vu Dali, le fameux peintre. Il est 1h du matin. Notre Isem va au lit. Après une douche chaude revigorante, il se rend compte de la perte de son smartphone. Alors, avec le téléphone fixe de l'hôtel, il appelle Rosalka. Il tombe sur sa messagerie. Isem, énervé, attend un mail du journal gratuit. Celui-ci lui a promis une tribune. Et voilà notre Isem compose le numéro de son propre portable et une sonnerie faible emplit sa chambre. Un air de flamenco vient de l'intérieur de l'armoire où notre Isem a rangé sa veste. Soulagé, vite, il active le réseau Internet et consulte sa messagerie. Aucune nouvelle du journal gratuit. Rosalka, bien que d'habitude elle préfère le SMS au mail, lui écrit « J'ai apprécié cette promenade et ton essai de recoudre les lambeaux de notre union, de notre union. Demain, on se verra vers 18h sur les marches de l'Opéra ou celle de la Madeleine. Je confirmerai tout ça vers midi. Bonne nuit. » Maintenant, Isem a, dans cet ordre, éteint la télé, le lustre et la lampe de chevet. Il imagine le grand peintre Salvador Dali dans cette chambre en train peut-être de penser son prochain chef-d'œuvre plastique. Alors il essaie de repenser les principales œuvres de l'artiste en vain. Isem a honte de lui, aucun tableau à noter. C'est le flou artistique. Alors il rallume la lampe de chevet, il rejette sa couverture, enlève sa charlotte de nuit, puis allume son smartphone. Isem tente une recherche documentaire sur la toile mondiale. Pour cela, il tape comme mot-clé Dali. Le premier document extrait n'est pas satisfaisant car il concerne un footballeur, Rachid Dali, un brillant avant-centre des années 70 d'une équipe algérienne, la jeunesse sportive des Kawakib, des filantes étoiles, équipe connue de nos jours sous le sigle JS Kabylie. Dali, auquel succéderait le non moins célèbre Kamel Awis, cet avant-centre racé. À peine Isem voulait-il affiner sa recherche après avoir opté pour de nouveaux mots-clés, par exemple œuvre de Dali Salvador, le smartphone de notre Isem s'éteint. Isem est agité, le sait-il, il ne dormira pas tant qu'un tableau au moins de Dali ne soit remonté à la surface de sa mémoire ontologique des arts. 5 minutes après la chute de la batterie, on sonne délicatement à la porte de notre Isem, la chambre de Dali. Une blonde agitée s'excuse. Elle vient afin de quêter du feu. Il invite sa voisine. Elle ne se gêne pas pour s'asseoir sur le pied de lit, habillée d'un t-shirt et d'une jupe de nuit. Et sous le t-shirt, Isem ne remarque
aucune trace de poche censée loger les gorges de l'invité surprise. Maintenant, Isem est dans la chambre de mademoiselle Alessia, une chambre à 2 lits, plus vaste que celle de notre Isem. Sur les mini-commodes attenantes à chaque lit, la fille a joliment allumé une bougie parfumée. Mademoiselle Alessia est de Rome. Maintenant, Isem et mademoiselle Alessia sont en train de faire connaissance. Il lui raconte sa dispute conjugale, sans nommer Rosalka. Elle lui narre son deuil sentimental définitif. Son mari vient de mourir. Dans son cœur à elle, son mari italien. 11. Maintenant, Isem a quitté mademoiselle Alessia. Malgré le sale coup de Rosalka, il croit toujours à une seconde chance. Il ne veut pas faire empirer les choses, il s'interdit de s'amuser avec d'autres partenaires, comme mademoiselle Alessia par exemple. Mais il enrage, sa tête bouillonne, il veut bien lui pardonner. J'en étais au dernier paragraphe de la page 58, mais j'ai raté cet enregistrement. Il faudra que je le réenregistre. Et c'était longtemps, c'était bien une demi-heure ou une heure à refaire. 11. Maintenant, Isem a quitté mademoiselle Alessia. Malgré le sale coup de Rosalka, il croit toujours à une seconde chance. Il ne veut pas faire empirer les choses. Il s'interdit de s'amuser avec d'autres partenaires, comme mademoiselle Alessia par exemple, mais il enrage. Sa tête bouillonne, il veut bien lui pardonner, il a tout expliqué du projet à lui proposer pour son second souffle. Dans sa bonté ou sa bêtise, il va jusqu'à lui présenter des excuses, étant donné qu'elle lui a reproché carrément de ne pas s'occuper d'elle en ces termes. Tu m'as délaissé, tu ne t'occupes que des livres, de ton footing, que des livres, que de ton footing, mais jamais de moi. Tu ne veux même pas faire du vélo, ni nager avec moi à la piscine. On dirait que t'as honte de te présenter à mes côtés, hein? Tu cultives un vrai complexe devant ma ronde silhouette. N'en parlons pas d'aller avec moi dans une boîte de nuit, une soirée piano-bar, un week-end à Tipaza ou à Rome ou Madrid. Tu es égoïste. Rosalka avait raison de lui exiger une excursion vers Tipaza la Romaine, à force d'entendre Isem lui lire et relire une impression de Camus au sujet de la cité bleue méditerranéenne du Chénois berbère, la cité impériale du roi numide Juba. Camus, dans Nos, l'avait loué en ces termes. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. Isem écoute Rosalka sans broncher. Il est tout à fait d'accord avec elle, mais a-t-elle le droit de se venger de façon vulgaire, brutale, pas drôle du tout? Une façon gamine, sauvage, primaire, obscène, finalement féminine? Sexe faible? Cerise sur le gâteau, Rosalka, pour se protéger et se dédouaner, finit par avouer à son Isem, à haute voix sans le moindre rouge sur son visage: « C'est toi qui m'as poussé à chercher ailleurs. » À notre Isem de lui signifier sa plaisanterie. Dans les faits, il la mettait à l'épreuve. Surtout, il attendait de la part de Rosalka la belle phrase: « Aucun garçon ne m'intéresse, c'est toi ou rien. » Mademoiselle profitait de cette fenêtre de l'hiver. Mademoiselle a profité de cette fenêtre de liberté ouverte par Isem. Ça lui permettait, avait-elle pensé,
Ça lui permettrait, avait-elle pensé, de sortir de la routine, de goûter à d'autres formes d'amour et de sexe. Cette fille volage dit pourtant être heureuse avec son Isem depuis 4 années. Surtout, chacun habite son chez-soi. Les deux apprécient jusque-là. Les deux appréciaient jusque-là cette relation où personne n'étouffait personne. Parfois, Isem passait. Cette fille volage dit pourtant être heureuse avec son Isem depuis 4 années. Surtout, chacun habite son chez-soi. Les deux apprécient. Jusque-là, cette relation où personne n'étouffe personne. Parfois, Isem passe le week-end chez elle et vice-versa. Cette distance permet des retrouvailles fusionnelles, à l'inverse des effets de la routine placide. Quoi qu'en dise Rosalka, quoi qu'on en dise, Rosalka et son Isem forment un vrai couple moderne. Du jour au lendemain, cela date du début septembre dernier, Rosalka a dit à son Isem un secret. Du jour au lendemain, cela date du début septembre dernier, Rosalka a dit à son Isem un secret, alors qu'à deux, ils étaient en train de se promener dans le jardin des Tuileries. Elle lui a avoué avoir croisé un garçon ou bien une fille de sa terre natale à elle, croisés sur le net. Ils auraient échangé vite leurs coordonnées téléphoniques et depuis lors, ils s'appelleraient au quotidien. Rosalka parlait de façon naturelle et notre Isem en a rigolé. Il ne lui a rien reproché, mais il lui a posé une question. T'aurais-je fait trop de mal? T'aurais-je fait du mal à ce point? À Rosalka de le haranguer, contente de le quitter la première. J'en ai assez de tes insultes et brimades. T'es une fille crasseuse, tu ne sais pas l'anglais, tu fais mal la vaisselle, tu t'endors à 20 heures comme une poule, tu ne veux pas travailler, tu recherches un homme riche pour ne rien foutre, tu ne vas pas à la messe, tu n'écoutes personne et refuses de jouer aux échecs avec moi, tu refuses d'apprendre la bureautique, tu ne te laves pas les mains quand tu visites les water, tu n'arrives pas à décrocher un job durable, tu ne sais pas caresser, tu ne sais pas faire la cuisine et tu as un petit QI. Et j'en passe et des vertes, des pas mûres. Je suis indépendante et libre, mon choix est fait. Si tu acceptes, alors tant mieux. Dans le cas contraire, tu n'auras qu'à chercher une fille plus jeune et dotée par la nature d'un gros QI, plus belle, intelligente, un mannequin comme tu les aimes, une créature dépourvue de grosses formes, férue de Proust, Sartre et Céline, anorexique comme toi, insomniaque. Tu comprends? Rosalka croit en l'existence de Dieu et en une justice et en une justice divine. Elle avait eu à souffrir dès sa prime enfance car elle avait grandi dans un pays communiste réputé pour ses pénuries les plus inimaginables. Surtout son père la privait de tout. La maman ne pouvait déroger aux instructions du mari. Enfant, Rosalka rêvait de faire du cinéma, d'être une danseuse professionnelle. Son corps, épanoui dès l'âge de 10 ans avec des formes saillantes, l'avait perturbée. Son père la punissait, il la cravachait, il lui usait même d'une ceinture en cuir, il lui interdisait les tenues sexy, il lui déconseillait de sortir avec les garçons. Il avait peur qu'elle en récolte un bébé sans père identifié. La société de Rosalka, patriarcale, stricte sur les mœurs des jeunes filles, avait rendu Rosalka déprimée, et celle-ci avait quitté l'amour physique dès 11 ans. Quand ses parents, par exemple, allaient à la messe le soir ou le dimanche, elle entrait dans leur chambre à coucher. Elle fouillait dans l'armoire de sa mère. Elle s'adonnait à des séances d'essayage de jupes, de chaussures à talons et surtout de petites tenues. Elle restait un temps infini à se regarder devant le miroir, vêtue topless, avec les culottes de sa mère, puis en bikini, où elle essayait, puis en bikini, ou bien elle essayait d'autres vêtements de sa maman. Rosalka se souriait devant la grande glace ovale de l'armoire. Elle dansait, elle chantait.
de l'armoire, elle dansait, elle chantait. À la fin de son show, elle s'allongeait sur les draps, en face du miroir carré accroché au plafond, puis elle se touchait partout. Elle éveillait ses sens, son sex appeal, sa libido. Non satisfaite de ses jeux privés solitaires cachés, il lui arrivait d'entraîner son cousin Igor dans la cabane attenante à leur maison de campagne. Elle le poussait sur la paille. Il jouait aux médecins et aux patients. Plus tard, à 16 ans, à chaque fois que son père la mettait en garde contre une grossesse indésirable, honteuse, elle faisait une prière à la fois audacieuse et triste. Celle-ci, une plaisanterie Celle-ci, une plaisanterie attribuée à Moa, une catholique, s'adressait à la Sainte Vierge en ces stricts termes. Sainte Marie pleine de grâce et de miséricorde, vous qui avez bien conçu sans péché, permettez-moi de faire l'inverse, de pécher sans concevoir. Après avoir perdu le sommeil, Isem voudrait sonner à la chambre de mademoiselle Alessia, mais il hésite. Alors il prend son smartphone, rechargé désormais. Aussitôt, il envoie à partir de sa chambre, où logea jadis Dali, un texte téléphonique à Rosalka. Tu dois lire les 2 tomes de Don Quichotte en entier pour réaliser ton non-droit à chercher ailleurs la fortune conjugale. Au cours de cette lecture, tu apprendras l'accès de Sancho au poste de gouverneur dans le 2e tome. Tu verras. Il dénouera de façon équitable des affaires épineuses. Gentil et sacré Sancho va. Le lendemain, Isem, levé à 10 heures du matin, prendra son petit déjeuner au même lieu depuis 3 jours. Là-bas, il adressera un bonjour à Rosalka, qui devra être encore endormie. Avant de me coucher hier, j'ai pris une bonne douche. Là. Une bonne douche. Là, je suis au comptoir du zinc. Isem persiste dans la narration de sa matinée en train d'être lancée. Là, je suis au comptoir plutôt en bois, non pas en zinc, du Cardinal. Ce café dominé par le rouge, le même café jumeau existe. Un café jumeau? Laissons Isem en dire davantage. Du côté de la porte d'Auteuil, là, te souviens-tu où je prenais l'année passée le joli bus 175 vers l'hippodrome de Saint-Cloud? Vers l'hippodrome de Saint-Cloud, après avoir dormi chez toi, près de Jasmin. Comme d'habitude, un café allongé, 2 tartines bien beurrées, légères, fines. À ce soir. 12. À chaque SMS, Isem espère voir Rosalka ne pas le sauvegarder ou le transcrire sur son carnet de notes intimes ou le publier. Ou le publier sur son blog à elle. En effet, Isem a parfois écrit n'importe quoi. Il distille des idées à chaud, susceptibles de faire peur. Elle pourrait le compromettre, le stigmatiser, comme le SMS dans lequel il dit à Rosalka d'avoir son droit, en tant que catholique pratiquante, de courtiser plus d'un garçon. En effet, Isem dit des bêtises et il a sali la Sainte Bible. Donc on pourrait logiquement le traiter d'anticatholique en train de favoriser dans ses prêches discursifs, bien entendu, les autres courants religieux ou spirituels. Pour le moment, Isem dispose d'une énigme à résoudre, une bataille à gagner, l'énigme de la femme, dit-on souvent variable, la bataille de la séduction, en plus de son écriture thérapeutique, ses livres déjà publiés ou bien en cours de lecture chez son éditeur. Il ne parle pas de sa correspondance avec Rosalka au début de leur liaison. Il veut coûte que coûte récupérer cette liasse étoffée de ses courriels. Il ne veut pas voir ses détracteurs apprendre trop